Chers amis, excusez-nous pour ce petit contretemps. Nous voilà tous réunis ce soir par un beau dimanche soir à l'Écuche comme d'habitude. Et bien sûr, chaque semaine, vous en avez maintenant l'habitude depuis quelques mois maintenant, Virginie Gage interviewe une ou un invité sur sa profession dans le cadre de Juifs ou, alors, Juifs et un métier ou Juive et un métier, hein. Donc ça, on a l'habitude. Et bien ce soir, elle reçoit Julie Mamoumani, aka Mamouze, juive et journaliste. Julie, journaliste, je veux bien, mais je lis tous les jours Le Monde, je regarde tous les jours le JT, et c'est quand même rare qu'on rigole à s'en éclater la rate, alors que, bon, enfin vous verrez hein, si vraiment vous allez vous marrer ou pas. Alors ça fera un an jour pour jour que la Covid, pourquoi c'est un féminin, c'est vous qui direz, nous a contraints à alterner couvre-feu et confinement. Et franchement, même en étant d'un optimisme forcené, qu'est-ce que cette période nous aura apporté? Et immanquablement, moi j'ai une réponse, nous aurons progressé sur un domaine essentiel au bien-être de l'humanité, celui de l'humour. Alors avouez quand même qu'après avoir applaudi à tout rompre, la police en janvier 2015, les médecins à 20h en 2020, vous n'êtes pas mécontent d'applaudir comme service public aujourd'hui les humoristes. C'est le premier service public de 2021. Parce que Julie a conquis son public pendant cette crise en faisant rire à tout va. Donc, vous êtes chez vous, on ne vous entend pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez d'ores et déjà, à votre tour, applaudir à tout rompre, parce que d'ici une seconde, vous allez vous marrer quand je vais passer la parole à Virginie, qui officie ce soir. Et un peu avant la fin, je remontrerai ma tronche parce que je vous inciterai à aller dans ce qui s'appelle Q&R, questions et réponses, et là, à y aller avec des tas et des tas et des tas de questions, et on sera content de vous y répondre. Mais tout de suite, le duo infernal, je laisse Virginie et Julie. Virginie, c'est à toi. Bonsoir, merci Jean-François pour cette présentation tonitruante. On pense à Gat qui n'est exceptionnellement pas là avec nous et qui sans doute à l'approche d'un reconfinement imminent a décidé de partir en week-end. Il a raison. Voilà, alors c'est vrai que Julie, on n'a pas de moyens, mais si j'avais des moyens techniques, si je pouvais, je pense que j'aurais lancé cette émission façon cabaret de Baz Luhrmann, avec en décor Las Vegas, des paillettes, de la musique, des cascades de champagne et de rire, parce que franchement, Mamouze, pour moi, c'est ça, c'est du love, du lol, du smart. Et ce qu'il faut que vous sachiez, vous qui êtes chez vous, c'est que derrière Mamouze, phénomène Instagram, il y a une fille assez géniale qui s'appelle Julie Mamoumani. Alors Julie, on s'est rencontrés en 2004-2005, on ne va pas se faire l'affront de vérifier combien d'années ça fait. On s'est rencontrés chez Christophe de Chavannes, alors pas chez lui, mais dans sa boîte de prod. En fait, c'est un peu pareil. Hein. Et en fait, c'est marrant parce que après, il y a l'amitié, il y a ce truc qui ne s'explique pas, qui fait qu'il y a des gens que vous croisez et puis il y a des gens avec qui ça match. C'est l'occasion de saluer chaleureusement Leslie Gelrubin qui était avec nous dans cette aventure. Voilà. Alors, l'émission, ce qui est très drôle, c'est qu'elle était quand même aux antipodes de ce qu'on incarnait à l'époque. On bossait pour combien ça coûte. C'était pas hyper sexy. C'était très formateur, mais c'était pas hyper sexy. Ce qui bien, si bien que moi, quand j'étais en soirée célibataire, on me disait « Ah, tu bosses à la télé ?» J'étais genre, les gens, ils ont les… Tu bosses pour qui Pernod. Ok, très bien. Alors, super. À l'époque, c'était la méthode Coé. C'était la grande émission. C'était la Starac. Nous, on était sur combien ça coûte, mais c'était évidemment très formateur. Julie, à l'époque, tu étais donc déjà journaliste, maman, et tu gérais les deux de front tout en venant au bureau avec des bottes dignes de Beyoncé. Je me souviens de ces bottes hallucinantes. Je me disais, mais comment fait la meuf tout le temps avec… Elle a du rouge à lèvres rouge, elle est toujours impeccable et elle a ses bottes. Et tu avais, je m'en souviens aussi, imposé un sujet sur le business de la rentrée littéraire. Et ça, dans combien ça coûte, genre… C'était, je ne sais pas comment te dire, quoi. C'était vraiment un exploit. Alors, j'ai toujours suivi avec beaucoup d'admiration ta carrière, que ce soit dans Enquête exclusive avec Bernard de la Villardière ou dans 50 Minutes Inside ou plus récemment comme chroniqueuse dans Je t'aime, etc. Mais j'avoue que rien ne m'étonne chez toi. Mais humblement, je ne t'imaginais pas influenceuse. Donc aujourd'hui, on reçoit la journaliste et l'influenceuse. Et Julie, je vais te faire une confidence, et c'est vrai en plus, c'est que… donc, toutes les deux, on est femmes juives d'origine séfarade. Et quand j'ai créé Self Woman en 2012,
en 2011, pardon, je me suis inspirée de ma vie, évidemment, du personnage de Ethel dans Mina Tannenbaum, de 2 copines à moi, qui sont Sophie et Randy, que je salue, et de toi, en fait. Dans ma tête, j'avais toi, tu vois. Et donc, franchement, vraiment, Safe Woman, c'est un mélange de toi, de 2 autres copines à moi, de moi et de Ethel dans Mina Tannenbaum. J'ai évidemment 1000 questions à te poser, mais je ne peux pas commencer autrement que par t'en parler parce que tout le monde ne parle que de ça. Tu fais quand même partie des 109 Marianne, meuf. Alors, on en parle, on fait comme si de rien n'était, on se dit que bon, oui, c'est normal. Non, mais sérieusement, ça se passe comment? On reçoit un coup de fil de Marlène Schiappa, qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. C'est bon, parce qu'avec écrit muet. Alors, écoute, vraiment, d'abord, merci pour cette présentation magnifique. Et je vais juste, moi aussi, te faire une confidence. Quand The Safe Woman est apparu, le père de mes enfants m'a appelé en me disant « C'est toi ?» Tu vois? Donc, c'est très rigolo parce que c'est incroyable que tu dises ça. Voilà, parce qu'en effet, moi aussi, j'ai adoré. C'est vrai que je crois même que, sans même savoir que c'était toi, je l'avais relayé déjà sur Insta quand j'avais que quelques followers. Et j'adore tout ce que tu écris, bien entendu. Merci beaucoup, Julie. Merci. Et alors, oui, alors non, bah oui, bien sûr que j'ai cru à une blague quand j'ai entendu bonjour, bonjour Mamouze. Oui, c'est moi. Je cherche Julie Mamouze. Oui, c'est moi, c'est le Dear Cap de Marlène Schiappa. Et là, vraiment, alors, mon mari d'aujourd'hui imite très bien les voix, fait beaucoup de pranks, de blagues, et j'étais sûre que c'était lui, tu vois. Et en fait, non, j'ai compris assez vite que c'était vrai, qu'il cherchait à me joindre et qu'il me proposait ce magnifique, enfin, voilà, me faisait cet honneur de me mettre parmi ces 109. Le 109 de la République. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, que c'était déjà un jeu de mots aussi. Et, ouais. Et j'ai été complètement époustouflée et je me suis dit vraiment, c'est ce que j'ai dit dans cette vidéo, j'ai dit le rire, c'est vraiment du sérieux. Et comme l'a très bien dit Jean-François, en effet, j'ai l'impression, moi-même, je suis très, très surprise, mais que tout le monde a besoin de rire, quoi. Et c'est vrai qu'il a raison. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui nous sauve, en fait. C'est le seul truc que je peux dire, c'est que je me rends compte de l'importance du rire, comme le disait Gary et tous ces autres personnes incroyables, et qu'aujourd'hui, c'est essentiel, quoi. Voilà. Mais quand même, Marianne, on t'incarne la France, enfin un petit peu, vous êtes quand même 109. Alors, on va saluer Rachel Kahn, qu'on a reçue il y a 2 semaines, génial. Qui en fait partie. On salue Delphine Orviller, qu'on va recevoir la semaine prochaine, qui en fait partie. Moi, je salue Gabriel Dédier, auteur de On ne n'est pas grosse, qui fait aussi partie de ces 109-là. Il y a quand même une fierté quand même, enfin surtout pour toi, dont les parents sont nés en Tunisie, enfin dont le père est né en Tunisie. Il y a un truc, quoi. Exactement, c'est drôle que tu dis ça parce que c'est vraiment le premier truc qui m'est venu à l'esprit. C'est que pour mes grands-parents tunisiens, tu as tout à fait raison de le dire, puisque c'est évidemment ça, la première chose qui m'est venue à l'esprit. C'est pour mes grands-parents, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis sur mon Twitter, parce que donc moi j'ai 2 familles, tu sais, évidemment, comme vous tous, mais j'ai une famille donc qui vient de Tunisie et mes grands-parents qui étaient très républicains, qui aimaient la France plus que tout, qui étaient instituteurs l'un et l'autre, et donc me dire que leur petite fille, et j'étais l'aînée des petites filles, la chouchoute quoi, et évidemment. me dire que Mamou Mani devient un nom français et un nom de Marianne, tu as raison, c'était voilà, c'est à eux, voilà, c'est vraiment à eux à qui j'ai pensé en premier. Alors, je sais qu'on en parlait nous très souvent à l'époque, tu as une vraie dimension juive, séfarade. Je sais que ton père est né en Tunisie, à Nabeul, je crois. Enfin, c'est vraiment une facette de ta personnalité qui est pas du tout cachée. Alors moi, franchement, avant Safe Woman, j'en parlais pas trop, mais enfin, toi, je veux dire, tu danses quand même l'oriental sur une vidéo sur Instagram. Quand on a 1000 followers comme moi, ça passe. Quand on en a 70 000, il y a une vraie affirmation quand même de soi. Ça représente quoi, cette dimension dans ton identité ? C'est très marrant que tu dis ça parce que évidemment que c'est extrêmement important. J'ai beaucoup été élevée par mes grands-parents puisque comme je disais, j'étais la fille aînée de mes parents, de mes grands-parents. Donc du coup, j'étais tous les vendredis soirs chez mes grands-parents pour faire Shabbat à Sarcelles. Et donc, je ressemble énormément à ma grand-mère. Et j'adorais qu'elle m'endorme au son de la Bible. Alors, ce n'était pas du Delphine Orviller, mais c'était sa façon de me raconter les commandements. C'était un peu comme j'avais l'impression d'avoir du péplum dans mes oreilles, tu vois. Et donc, oui, bien sûr, tu parles tous les mots arabes, toutes les expressions, tout ça, ça fait... La cuisine aussi. La cuisine. Beaucoup la bouffe. On a beaucoup parlé de bouffe, toi et moi.
Et c'est drôle parce que je ne voulais pas faire du couscous avant que ma grand-mère meure. Et je m'étais dit, je ferai tout quand ma grand-mère sera morte. Et en effet, maintenant, je fais tout. Et un jour, j'ai invité mon père et j'avais fait tout. La psaloubia, la kouka, la gnaouia. Ah ouais. Ouais, et il a été très, très ému, je sais. Et puis évidemment, depuis que j'ai rencontré Aurélie Saada, qui est mon acolyte, la chanteuse du duo Brigitte, Du brio tous les derniers trucs que je ne savais pas faire, elle m'a tout fini de m'apprendre. Oui, parce qu'il faut quand même le dire aux gens qui ne le savent pas et qui connaissent juste Brigitte la chanteuse, c'est qu'Aurélie Saada, elle est interviewée dans Vogue et on lui demande son plat préféré et la meuf dit la pkaïla. Point. Enfin, exactement. Détente, dans Vogue. Toi, t'es là, tu dis, j'ai acheté Vogue 8 €, c'est pas pour qu'on me renvoie mes origines de pkaïla. Non, la meuf est détente, elle parle de la pkaïla. On a reçu sa sœur, Chloé Saada, pour Juifs et Chefs, et on avait passé également un super moment. L'humour, on va évidemment parler d'humour juif, mais avant de parler de ta carrière de journaliste, parce que ça m'intéresse aussi, mais il prend aussi son origine dans ses Shabbats en famille, dans ses samedis midi chez la mamie. Exactement. En fait, quand on m'a appelée pour faire ce livre, je me suis dit, oh là là, mais moi, j'ai fait ça de façon complètement instinctive. J'ai toujours fait ça. En fait, pour dire la vérité, j'ai passé un entretien pour être rédactrice chef d'Instagram francophone. C'est pour ça que je me suis appliquée à faire un Instagram qui me ressemblait. Et donc, je m'étais dit, bon, bah, je suis journaliste, c'est un boulot de rédactrice chef qu'on demande. Donc, je vais mettre de l'info, mais rigolo, du Gorafi, mais pour de vrai. Donc, c'est ce que je me suis appliquée à faire. Et c'est vrai que j'ai jamais réfléchi, en fait. Tu sais, c'est notre métier, on fait des revues de presque. Et donc, hop, je mettais. Puis alors, évidemment, à partir de l'année dernière et du premier confinement. Mais alors, tu as remarqué que pendant le confinement, il y a eu une suractivité parce qu'on n'avait rien à faire? Ah bah bien sûr, non mais c'est la folie, je suis passée de 5 000 à, je sais plus, 10 000, 20 000, enfin, bon, il a chauffé et il a explosé, tu sais que je ne pouvais plus rien faire à un moment, tellement il avait explosé que j'avais trop liké, et mon Insta a pété, alors que vous likez et je ne pouvais même pas répondre, enfin c'était incroyable. Et oui, évidemment, quand donc cette éditrice, Charlène Guinoiseau de chez les éditions de Jouvence au sein d'Albin Michel m'a appelée, et elle m'a dit Facebookien, et moi j'avais fait vraiment tout ça, mais vraiment de façon organique, sans même réfléchir, sans même me questionner. Et évidemment, quand j'ai commencé à écrire, je me suis rappelé que mes premiers moments de blague, les concours de blagues, c'était les Shabbats le vendredi soir. Je peux pas dire autrement. Tu sais, j'hésite toujours à dire est-ce qu'on dit qu'on est juif, est-ce qu'on est caché, est-ce qu'il faut affirmer, comme tu l'as dit. C'est toujours un vrai sujet chez moi parce que je suis universaliste, je suis tendance Rachel Kahn, quoi. Et ouais. Évidemment que j'en suis hyper fière, que j'ai écrit des mots à chaque anniversaire de mon père pour le remercier de m'avoir donné cette éducation, cette culture, cet humour et cette façon de voir la vie par ce prisme de l'humour. Voilà, mais tu te poses toujours la question. Mais évidemment que l'humour ne pouvait pas être détaché de ces vendredis soirs avec mon oncle, Guy Mamoumani, qui adorait faire des blagues. Et ces jeux de mots. Et après, ça a perduré, puisque ensuite, avec mes frères, c'est notre jeu favori, c'est les jeux de mots. Et je te dis pas, les dîners, mais ça fuse, et il faut être le premier à faire une blague. Et à un moment, tu ne comprends même plus nos dîners, tellement ils sont tirés par les cheveux, les blagues sont... voilà, on va tellement loin. Enfin voilà, on parle en acronyme. D'accord. Voilà, alors, ça. Julie, tu es le produit d'un couple mixte, donc Ouais. tu es à la fois dedans et à la fois dehors. Est-ce que tu n'as jamais, parce que je sais que enfin moi c'est pas un sujet que je connais, mais je sais que j'ai beaucoup d'amis et j'avais écrit d'ailleurs à l'époque de Safe Woman parce que ton nom est juif, quoi, donc les gens ne s'imaginent pas, puis après les gens sont un peu intrusifs avec ta mère, comment ça se fait, etc. Comment tu t'es sentie dans la communauté? Est-ce que tu t'es sentie à ta place? Est-ce que ce n'était pas un sujet? Est-ce que tu t'en fichais? Et est-ce que tu penses que finalement, cette espèce de double appartenance, d'être à la fois dedans et dehors, c'est ça qui fait aussi que tu arrives à parler au plus grand nombre? C'est très juste et je te remercie de me poser cette question parce que c'est évidemment un vrai questionnement toute sa vie. Tu t'appelles Mamoumani, donc pour tout le monde, tu es juif, tu es brune. Bon, voilà, ce n'est pas un sujet. Tout le monde sait que tu vas à Sarcelles. Et en plus, la minorité prend évidemment toute sa place. Et évidemment que je me sens juive, voilà. Et pour dire la vérité, j'ai même hésité à me convertir, parce que j'ai même fait mes études d'histoire sur le judaïsme antique avec Myriam Hadas-Lebel, j'ai un DEA d'histoire de judaïsme, sur le judaïsme et le rastafarisme. Très bien, donc hyper pointu, quoi. Pourquoi Bob Marley dit Exodus, tu vois, et les dreadlocks, tu sais qu'ils viennent des paillettes, des péotes, quoi. Non, carrément. Même, on apprend des trucs.
Voilà. Et donc, tout ça pour te dire que oui, j'ai eu plein de questionnements, mais comme j'aime évidemment tellement ma mère et parce que voilà, mes grands-parents aussi catholiques étaient absolument formidables. Mon grand-père, Georges Potier, était un résistant. Donc, voilà, j'ai pensé, voilà, pour revenir aux Marianne, j'ai pensé à mes deux familles. Et en fait, je me suis dit, en rencontrant Mireille Hadas-Lebel, elle a été formidable. Elle m'a dit, tu sais, Julie, jusqu'au 6e ou au 7e siècle, le judaïsme passe par le père, donc ne t'inquiète pas. Et tu vois, je m'en souviens encore parce qu'évidemment, c'est des questionnements que tu as. Mes frères les ont. Ils sont différents. On est chacun différent parce qu'évidemment, on porte différemment cette double culture. Mais aujourd'hui, j'aime et j'adore mes deux cultures. Et pareil, je sais que Delphine Orviller m'a tout à fait confortée. C'est difficile, parfois, tu as des bagarres Tu t'es internes. sentie écartelée quand tu dis je ne me voyais pas par rapport à ma mère, par rapport à la famille de ma mère, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on est au milieu, puis on se dit si je choisis, je vais délaisser un des deux pans de la famille. Tout à fait, mais en fait, ma mère, évidemment, elle aurait compris. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de souci, tu vois. C'est pas du tout. Ils savaient, ils nous ont dit, vous ferez ce que vous voudrez. Et mes fils sont circoncis. Et tu vois, on a fait, et puis évidemment, j'adore, en fait j'adore être les deux. Et tu as raison, je pense que c'est aussi beaucoup pour ça que c'est plus univers. Enfin, c'est forcément. Je pense que, il me semble que c'est pour cette raison que peut-être j'ai un spectre assez large et que pareil que Bob Marley, il était, tu sais, aussi, et que je pense que sa musique, elle touche. Parce que forcément, tu sais, c'est ce que dit Arnaud Klarsfeld aussi, forcément, et j'adorerais faire un documentaire sur ce sujet-là, on est moitié-moitié. Et c'est marrant parce qu'on est, tu sais, même chez les cathos, j'étais juive, chez les juifs, j'étais catho, tu sais, ça m'est arrivé dans ma propre famille. Et du coup, le cuir est plus tanné parce que je me souviens même, je me souviens d'un mec du Bétard quand j'avais 15 ans qui m'avait expliqué, qui pensait évidemment que j'étais juive et qui dit à la fin oh, les enfants de couple mixte, c'est des bâtards. Je lui avais dit ça fait de quoi de parler avec un bâtard. Tu vois, la violence quand même de la remarque à 15 ans, c'est quand même violent, non? Oui, mais en fait, moi, c'est marrant parce que d'abord, tu sais que je suis une optimiste crasse et que en plus, voilà, moi, j'adore discuter, j'adore, et c'est ça l'esprit juif pour moi, et c'est ça que j'ai, et c'est ça que mon père m'a transmis, et c'est discuter, avoir du recul, échanger, réfléchir, et donc, ça me va, tu vois, ça me va très bien de discuter avec tous ces gens-là, voilà, d'un spectre très large, et la nuance, et voilà, et donc ça me va très bien. J'aime cette double culture. Alors, tu disais il y a un instant, je suis une indécrottable optimiste. Et c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Tel Aviv. On buvait un verre de rosé en terrasse. C'était avant le Covid, avant tout ça, avant toute cette merde. Et c'est vrai qu'on a discuté de la situation en France, on a discuté des crispations identitaires, on a discuté de l'antisémitisme. Et je t'ai senti saoulée, tu m'as dit j'ai plus de patience, quoi. Moi, je connais hein, ce phénomène, puisque moi j'ai fait mon alia pour le même phénomène, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit stop les gars, c'est bon, ce qu'on a vécu est mort en fait. Les années 80, Black Bomber, la marche des beurs, SOS, on est tous sur les champs en 98, enfin. Aujourd'hui, quel regard, toi qui es maintenant une des 109 Marianne, qui va donc nous sauver de cette situation, comment tu vois cette France qui quand même est quand même pas mal crispée, quoi. T'es vache de poser cette question. Direct, je devais la poser à 40, il est 21. Je suis désolée. Non, mais ça m'intéresse de savoir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour garder l'optimisme? Alors, bon, écoute, moi, vraiment, tu peux y aller. Je resterai optimiste. Voilà, j'ai été élevée par une mère babacool qui a ses lunettes roses, un père qui, en effet, qui, tu sais, même quand il y avait la révolution arabe, il était, mais c'est génial pour la Tunisie. Donc, j'adore ça de mes parents. Ça, je dois dire que je les remercie beaucoup parce ils regardent toujours le côté positif. C'est aussi pour ça que je suis comme ça et que mon Insta, j'en rigole tout le temps. Et puis même, voilà, l'humour juif permet ça aussi, je trouve. Et c'est ça que je garde le plus. Et tu vois, encore une fois, quand je vois des Rachel Kahn, des Delphine Orviller, tu sais, c'est une première quand même pour moi d'avoir une femme qui me dit ça et qui dit à un rabbin laïque, je viens de lire son livre, formidable. Et ces gens-là, et Delphine fait la couverture du M magazine, tu vois, et je me dis que quand même, c'est difficile, c'est des petits pas, mais qu'on y arrive, tu vois. Et donc, il faut se focaliser sur ce qui fonctionne. Exactement. Moi, c'est comme ça, parce que sinon, c'est trop dur, hein, c'est trop dur. Et donc, non, j'ai quand même l'impression... Non, mais j'avoue, je reste positive. Je trouve qu'il y a des... Voilà, il y a quand même des... Voilà, les Marianne, elles étaient magnifiques. Et justement, il y a même pas eu de sujet. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a même pas eu de... J'ai vu sur Twitter, tu n'as même pas eu une agression, tu te rends compte? C'est énorme. Donc, quand même...
je sais pas, je crois quand même que, voilà, avec, je sais pas, moi, je trouve que Macron et son gouvernement est assez formidable. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils prennent le bon chemin, en tout cas. Donc, C'est important. Non, mais c'est important aussi de donner ton ressenti. Et effectivement, je crois que c'est aussi une philosophie de vie de regarder ce qui va plutôt que BFM ou CNews, par exemple, toute la journée, ce qui est un exemple. Ce qui va nous permettre de parler de journalisme, puisque ça n'empêche, les oui, journalistes, voilà, ça tu as vu n'empêche. un petit peu cette transition de malade. Moi, vraiment, j'adore ton parcours parce que je te voyais, tu as fait de l'antenne dans 50 Minutes Inside. Je me souviens, les 5 dates, tu passais le iPad aux invités. Pour Bernard de la Villardière, je ne t'ai pas vu à l'antenne, mais je sais que tu as visité, je ne sais pas combien tu as de tampons sur ton passeport, mais enfin bon, c'est juste hallucinant. Mais c'est vrai quand même que, alors, c'est une question en creux que je me pose moi. Tu as beaucoup fait d'infotainment. On explique aux gens, c'est un mélange d'infos et de divertissement. Est-ce que tu as eu ce regret ou tu as ce regret de ne pas avoir fait du journalisme pur, genre des trucs qui nous ont fait rêver, genre moi je viens de lire le livre de Florence Aubenas, genre voilà, nous on voulait tremper la plume dans la plaie, on s'est retrouvé chez De Chavannes, c'est un autre genre, tu vois, non mais moi je me dis aujourd'hui j'ai fait le deuil de ça. Alors c'est la première partie de ma question, et est-ce que ce que tu fais aujourd'hui en produisant des contenus vachement plus pertinents, plus pointus, est-ce que c'est aussi une façon de te recentrer vers un truc plus pur? Tu sais, c'est très rigolo ce que tu dis, ça aussi. Je sais pas, je pense qu'il y a un moment où il faut être honnête avec soi-même. Et en effet, j'ai toujours été à cheval dans la vie entre deux religions, entre voilà, deux façons de faire mon métier. Et j'adore faire de l'infotainment. J'ai adoré pouvoir partir à Karachi avec Bernard de la Villardière et le faire pour M6 à 22h30. Démocratiser l'information. Si c'est une façon d'informer les gens, et je trouve ça formidable. Oui, je ne suis pas Florence Aubenas, ni tous ces formidables journalistes. Tu as raison, pur porc. Non, mais Oui, non, mais tu vois ce que je veux te dire, des gens moi, je ne sais pas, qui t'a fait rêver, pourquoi tu as eu envie de faire ce métier? Alors, tu sais, je me pose souvent cette question. Je ne sais pas. Bien sûr que j'adorais Anne Sinclair, bien sûr que j'adorais Christine O'Krent, bien sûr que c'était mes modèles, bien sûr Albert Londres, bien sûr Zola, évidemment, hein, puisque c'est quand même, il était avocat mais journaliste. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette envie folle d'être journaliste. C'est marrant parce que je n'arrive même pas à me rappeler pourquoi. Je n'avais pas de journaliste autour de moi, mais j'aimais ce mot, cette idée, voilà, le voyage, rapporter l'information. Et rapporter l'information, même en la rendant un peu advertisement ou enfin, voilà, version cool, c'est pas grave. Je trouve que du moment que tu donnes de l'info, tu sais, moi j'adore les bios et tu sais, j'aime pas le snobisme en fait, voilà. Et donc en fait, j'en ai un peu souffert. Tu as raison, dans des rédactions, j'étais pas, j'ai toujours été comme je suis, donc un peu rigolote, un peu originale. Ouais, je suis comme ça. C'est vrai, ça m'a un peu coûté de temps en temps, mais aujourd'hui, je crois que, je sais pas, j'aime être comme je suis et j'aime faire ce que je fais, et je crois que on autorise plus. Donc finalement, tu vois, ce monde qui change un peu, et bien voilà, s'il est un peu moins snob, un peu plus ouvert et un peu plus perméable, ça me va très bien. Et au fond, oui, voilà. Aujourd'hui, tu me demandais ce que je faisais, donc j'ai monté ma boîte de prod, je fais des contenus. Tu dis pointu, finalement, je continue à faire ce que j'aime faire. Je fais beaucoup d'interviews pour des boss ou des patrons ou des institutions, où je présente le magazine de la Poste, où je fais des documentaires pour Paris Première. Tu sais, j'adore là aussi être large, en fait. Tu vois, finalement, voilà. Tu vois, on va faire ensemble ma psychothérapie. J'aime un spectre large, et finalement ça me va très bien, pas de snobisme, pas de religion, pas de culte, tu vois, voilà, que ce soit large, le plus large possible, ça me plaît beaucoup. C'est un grand saut de monter sa propre boîte, de devenir indépendante. Toi et moi, on a connu les contrats d'un mois qui se répètent pendant des années, où on est en fait en CDI dans une boîte, mais tous les mois on signe un contrat. Comment est-ce qu'on fait le grand saut? Écoute, j'en pouvais plus parce que justement, dans les rédactions, finalement, tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que ces fameux journalistes, j'ai un directeur de l'info qui était au ski le jour de Charlie Hebdo et qui est parvenu le jour de l'Hypercacher, tu vois, et
je me suis dit, bon, bah, tu vois, si les journalistes sont comme ça ne va plus être possible. Et en fait, il fallait que je me bagarre tout le temps. Et en fait, ils voulaient juste ce qu'ils imaginaient de Madame Michu, tu vois, cette fameuse Madame Michu dont on a beaucoup parlé, toi et moi. Bien sûr. Et qui n'existe pas, en fait. Oui. Et donc, je me suis dit, j'en peux plus. J'en peux plus. Moi, je faisais ce métier par conviction, par militantisme. Et finalement, ce n'est pas du tout ce qui se passait dans la réalité. Et c'était les études, tu sais, qui venaient voir tel sujet qui marchait, tel sujet qui ne marchait pas. Et je ne sais pas, j'en ai vraiment eu ras-le-bol. Et après, j'ai fait 3 ans d'émission d'archives avec TPMP, Cyril Hanouna. Et ça, c'était vraiment chouette parce que j'ai appris à raconter des histoires, à tisser de l'information entre des interviews, des archives, des gens. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Mais je voyais bien que, comme tu dis, les contrats étaient de plus en plus courts, de moins en moins. Non, parce qu'il faut le dire, les gens ont l'impression que la télé, tu te payes des vacances aux Maldives. Absolument pas. Enfin, je veux dire, on est les précaires. Voilà, vraiment. Ne n'imaginez pas qu'on se paye des vacances aux Maldives. Hein. Non, et la précarité était de pire en pire. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, finalement, j'ai monté la radio de Grande Contrôle. Et à ce moment-là, il y a plein de gens qui m'ont demandé de faire des podcasts. Donc, j'ai monté ma boîte qui s'appelle Mamouze Prod. C'est ça la blague. Avant même le succès de Mamouze, qui était mon petit nom que les copains me donnaient quand j'avais 15 ans. Donc, j'ai gardé. D'accord. Et en fait, c'est marrant, ça s'est fait super naturellement. Bon, j'ai un père hyper entrepreneur, tu vois, mes 2 frères ont leur boîte, mais je n'aurais jamais imaginé ça. Et figure-toi que je m'offre un CDI. Donc, Mamouze Prod offre un CDI, un petit, hein, mais à ma famille Julie. Donc, voilà, finalement, je suis hyper heureuse et le prix de ma liberté, enfin voilà, c'est extraordinaire quoi, d'être aussi libre et de faire ce que j'ai envie. C'est des discussions que j'ai beaucoup avec mes copines journalistes. Je pense à Caroline Nogueras, je ne sais pas si elle me regarde, qui est une fille avec qui j'ai commencé à Radio Shalom, que j'aime beaucoup. Et on se dit que finalement, même si on fait autre chose, parce que moi, ça m'est arrivé de faire autre chose, aujourd'hui, je fais autre chose, et ben, on reste quand même journaliste. Moi, mes gosses, par exemple, quand elles se disputent, je leur dis, attendez, quoi, quand, comment, pourquoi? Ça veut dire, à un moment donné, on a une espèce de lecture de la vie. Moi, la première chose que je demande quand on me raconte des histoires, je dis non, mais juste les faits, s'il te plaît, raconte-moi les faits, sinon on ne va jamais s'en sortir. Est-ce que tu penses qu'on est journaliste un jour, journaliste toujours, en fait, même si on fait autre chose? C'est tellement drôle que tu dis ça. Oui, bien sûr. Évidemment, je suis comme toi. Évidemment, les faits. Et c'est marrant, j'ai encore dit vendredi, non, mais vas-y, allez, me saoule pas. Ouais, vas-y, balance la sauce. Donne-moi ton chiffre, le reste. Non, parce que tu comprends, j'ai lu. Non, s'il te plaît. Alors, je vais te raconter un truc familial. Donc, j'ai 2 frères, Mathias et Arthur. Et mon père, il dit toujours, je vous ai donné le prénom de vos métiers. Arthur, architecte. Mathias, fait des maths, il a un hedge fund. Et Julie, journaliste, tu vois. Et c'est marrant parce que quand il dit pas Jules, hein, merci. Ah, d'accord. OK. Je préfère la version journaliste. Donc voilà, et c'est marrant parce que oui, bien sûr, je me sens, tu vois, d'ailleurs, tu as dit journaliste, mais tu aurais pu dire influenceuse, tu aurais pu dire auteur, tu aurais pu dire ce que tu veux, productrice. Je ne m'embarrasse pas puisque je suis tout ça et voilà, et ça me va très bien. Mais en effet, on est journaliste. Je ne peux pas m'empêcher de poser des questions, je ne peux pas m'empêcher tu vois, toujours d'avoir cette posture de journaliste exactement face à une situation, face à quelqu'un. Ouais, tout à fait. Alors, on va revenir à ce compte Instagram qui déchire. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je t'ai connue, tu avais à peu près, je crois, 4000 followers, ce que je trouvais déjà super pour moi, qu'on est à peine 1000, quoi. Et au fur et à mesure du confinement, je vois que ça explose complètement, ça surchauffe. Comment ça se passe? Parce que moi, je t'explique, ça m'arrive de t'envoyer des choses. Bien sûr. Et la dernière fois, j'ai posté un truc et j'ai dit à un pote, j'ai dit, putain, personne like. Et il me dit, il faut l'envoyer à Mamouze, tu comprends rien. Et toi, tu m'avais dit, en fait, moi, je ne fais que, je relaye les choses que les gens m'envoient. Tu fais une sélection, comment ça se passe? Est-ce que déjà, il y a des choses que tu n'as jamais passées? C'est quoi ton critère de sélection? Est-ce qu'il faut que ça te fasse rire? Comment ça se passe? C'est très marrant que tu dis ça. Écoute, vraiment, j'ai l'impression d'être une rédactrice chef ou d'une productrice de Mamouze TV, tu vois, et que du coup, je sélectionne les sujets des uns et des autres. Moi-même, je fais quand même encore une fois, une revue de presse, tu vois, où je regarde sur Twitter et tout ça, ce qui me fait marrer. En fait, c'est très drôle parce que ce qui me touche, c'est que les gens aiment ma ligne éditoriale parce qu'au fond, c'est pas moi. J'en fais très peu des blagues, j'ai même pas le temps. Ça va tellement vite. Donc oui, je relais à max, comme fait un peu à juste titre. Et c'est ça que j'avais commencé à faire, c'est des articles de presse. Tu vois, il fait des melons, mais il garde l'humilité. Tu vois, tous ces trucs-là. Ouais. Le rougail saucisse qui se retrouve dans un pare-brise. Enfin bon, voilà. Donc oui, bien sûr, il y a les articles de presse, il y a les Twitter des gens que je trouve extrêmement drôles. Il y a tout ce qu'on m'envoie.
Donc, en fait, oui, c'est ma sélection, mais ce qui est drôle, et c'est ça qui me... Parce que parfois, je me dis, mais enfin, pourquoi j'ai autant de succès? Moi-même, ça m'étonne. Mais je pense que ma sélection, finalement, que je fais hyper vite, je réfléchis même pas. Oui, ça me fait rire, bim, bim, mais ça me fait pas rire. Bah non, non, je mets pas. Bien sûr que je me censure, il y a plein de choses que je mets pas. Mais c'est ça qui est sympa, c'est que j'ai l'impression que mon œil et mon choix et mon pif, je plais aux gens. Alors, j'ai vachement réfléchi, hein, bien sûr, puisque j'ai écrit mon bouquin, pourquoi. Je pense que j'essaye toujours d'être justement le plus bienveillant, le plus sympa. J'essaye de, tu vois, je veux pas rentrer. J'aime pas quand c'est moche. J'aime pas quand ça attaque bêtement. J'aime pas quand c'est sur le physique. Tu vois, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, tu sais, c'est quand on pouffe sans même réfléchir. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. On se dit, mais qu'est-ce que c'est bête, mais qu'est-ce que c'est drôle. En fait, c'est un peu ça. Oui, les gens me disent c'est con. Bah oui, c'est con, évidemment que c'est con. J'adore quand les gens me disent ça. Oui, tu sais, le dernier, tu sais, c'est un poisson qui est en retard à son boulot et son boss dit, mais pourquoi tu es en retard? Bah, tu sais, il y a Moïse qui a fait écarter la mer, donc du coup, j'ai pas pu passer. Il y a quelqu'un qui a dit, j'avais compris, c'est con. Je dis, ouais, je sais, c'est con. Ouais, mais c'est ça le but, en fait, du truc. Mais alors, quand même, pendant le confinement, tu as beaucoup posté. Est-ce qu'il y a Moi, je voudrais juste savoir comment ça se passe. Ça prend combien d'heures par jour? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, mais je vais saouler les gens ou j'ai peur de... Enfin, je sais pas quoi. Tu sais, c'est mignon parce qu'à chaque fois que je dis, bon, après, j'arrête là pour Mégane, enfin, ou Bernie, ou tu vois, les running gags, ouais. quoi. J'ai adoré celui de Harry avec Yoko Ono. J'ai adoré celui-là. Je me suis dit, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Extraordinaire. Non, mais les gens sont tellement créatifs. Et alors, en plus, pendant le confinement, ils étaient tellement créatifs. C'était ça qui était génial. Donc, oui, tu sais, parfois, je dis, bon, allez, après, j'arrête. Et c'est trop mignon parce que je vois toujours, ah non, encore un, et continue. Mais bien sûr que je me pose plein de questions. Mais même parfois, je me dis, mais est-ce que ça va? Tu sais, parfois, tu dis, mais c'est n'importe quoi. Qui suis-je? Oui, pour être suivi par 70 000 personnes. 70 000 personnes, c'est quand même juste énorme, meuf. Bien sûr. Je sais pas, c'est fou, 70 000 personnes. Je crois que le Stade de France, c'est 80 000 personnes. Enfin, je ne suis pas sûre, mais je n'ai pas les chiffres en tête. On va faire ensemble le Stade de France. Oui, bien sûr, évidemment. Maintenant que tu es une influenceuse, questions mais de filles, mais questions pourries de merde, est-ce qu'on te contacte pour des placements de produits? Et si oui, combien ça rapporte? Non, vas-y, ne mens pas. Non, je te jure, pas du tout. Non, mais je crois que. Non, mais parce qu'on ne voit pas beaucoup, tu as vu, je me mets pas beaucoup sur. Je me mets pas beaucoup, moi, sur mon fil. Donc, il y a des gens qui connaissent même pas ma tête, ou très peu, ou parfois disent, ah, c'est vous. Tu vois, donc, non, en fait, vraiment pas du tout, ou très peu, ou surtout, c'est juste, tu vois, une robe, ou tu peux parler d'une robe, mais. Et en plus, pas payé, tu vois, c'est plutôt, est-ce que tu aimes bien cette robe? Et si je l'aime bien, et de toute façon, c'est. Non, je paye pour mettre mes robes. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Mais je voulais quand même le dire parce qu'il y a des gens qui se disent, ouais, mais c'est quand même hyper simple, elle a qu'à reposter. Mais moi, j'ai fait l'expérience il y a 3 semaines avec ma fille qui a 13 ans et qui me parlait de cette histoire de sorcellerie avec les Marseillais ou je sais pas quoi. Et je ne savais absolument pas de quoi elle parlait. Et donc, je me dis que toi, il faut quand même que tu sois au fait de tout. Parce que moi, si tu veux, l'histoire de la sorcellerie avec Carla, les Marseillais, j'ai quand même eu 4 heures à piger et à m'asseoir et à me dire, attends 2 secondes, parce que ça passe quand même sur TPMP, c'est quand même important. Enfin, c'est quand même, ça prend de la place, quoi. Il faut quand même que tu lises, enfin, il faut quand même que tu sois au fait de tout. Donc, Twitter, Instagram, Facebook, est-ce qu'à un moment donné, tu n'en as pas marre? Est-ce que ce n'est pas anxiogène, phagocytant, chronophage? Mais tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que je pense que, comme tu disais, on est journaliste, journaliste un jour, journaliste toujours. Et donc, non, j'adore, je peux pas passer à côté. Je suis obligée de savoir. Je sais pas comment dire, c'est une obsession de l'information. Donc, oui, et puis c'est ça aussi, tu vois, tu me parlais d'infotainment, finalement, c'est ce que je fais. Tu vois, finalement, je donne un peu d'infos sans trop donner mon avis, mais quand même, je pense que subrepticement, tu le vois. Donc, non, j'en ai jamais marre. Alors ça, pour le coup, j'en ai jamais marre. D'accord. Alors, donc, il y a un livre qui va sortir. Il sort quand? Et on va trouver, évidemment, plein de visuels que tu as postés, mais on va aussi trouver du fond, parce que tu as fait des interviews, parce que tu restes journaliste et parce que tu t'es interrogé sur la place de l'humour dans cette fatigue pandémique qu'on vit tous. On avait prévu que 2021, ce serait autre chose. Alors, en fait, pas du tout. On s'est tous gourés. Vraiment, il n'y a pas eu de passage de relais, en fait. 2020 a gardé, tu sais, dans les relais, il a gardé le truc, il a continué de courir et 2021 n'a pas bougé. Il nous a complètement balayé. Voilà. Mon père me dit, mais vas-y, sors vite ton bouquin, ça va finir. Je dis, ouais, tu parles, Charles. Non. Alors, donc, le bouquin sort quand? Alors, et qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver?
Le 11 mai, donc ça sera les 1 an du déconfinement, en espérant que ça reste comme ça, en espérant qu'on puisse faire des signatures et que je vous retrouve tous, parce que j'ai qu'une envie, c'est évidemment de hugger mes followers, parce que c'est vraiment grâce à eux que tout ça existe. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, si tu veux, pareil, ça m'a beaucoup coûté parce que j'ai beaucoup parlé de moi. En fait, moi, au début, j'ai fait un premier jet très journalistique. J'ai lu Freud, j'ai lu Bergson, j'ai lu Pitti qui écrit un bouquin sur la psychologie de l'humour. Enfin bon, j'ai fait notre boulot, tu le connais bien. Et puis, j'ai écrit. Et puis, en effet, j'ai tout de suite proposé de faire des interviews justement pour illustrer chaque chapitre de l'humour, pourquoi l'humour était important dans telle situation. Et puis, je l'ai rendu. Et puis, mon éditrice m'a dit, c'est bien, mais c'est pas ça. Je veux que tu parles de toi. Et alors là, voilà, je suis allée, j'ai pris voilà, j'ai digué à l'intérieur de moi. Et voilà, et il a fallu que je raconte pourquoi l'humour est important pour moi, pourquoi il m'a suivi toute ma vie. Donc, oui, non, c'est un vrai ouvrage personnel. C'est très intime. Encore une fois, ça m'a beaucoup coûté. J'espère que ça vous plaira parce que vraiment, voilà, j'y raconte beaucoup de moi. Et en effet, c'est un peu comme un témoignage universel pour dire, en fait, un peu comme finalement mon Insta, pourquoi on a tous des problèmes pour éduquer nos enfants, des problèmes de beauté. Il y a Caroline de Maigret qui m'a très gentiment fait une super jolie interview, justement, de pourquoi l'humour, et elle-même a usé de l'humour pour sa carrière, puisqu'elle est mannequin à notre âge, tu vois. Donc, c'est Bernard Werber qui reprend beaucoup de Mamouze. Il y a un mec que j'adore sur Twitter qui s'appelle, tu sais, qui a Étienne Dorset, la fameuse veste, disons, de Jean Rochefort, mais qui est Gérald Darnaud et que j'aime tellement son... Mais c'est un conte génial. Voilà. Vraiment. Et donc, je l'ai appelé... Mais est-ce que finalement, parce que je t'écoute parler, je me dis que c'est vrai que en tant que journaliste, même si tu fais de l'infotainment et quand on lit les journaux tous les jours, c'est pas non plus très, très gai. Est-ce que finalement, l'humour, c'est pas une façon de se sauver, quoi? Une façon de respirer, enfin, de se dire... Non, mais parce qu'il faut quand même expliquer aux gens que quand on arrive à l'école de journalisme, le premier cours, c'est les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Exactement. Donc, vous allez passer votre vie à parler de trucs qui vont pas bien. Et non, mais parfois, c'est très difficile. Moi, j'ai jamais couvert la guerre à Gaza, j'ai été relativement protégée. Mais je pense à des gens je pense à Jessica Lederman, qui a quand même vécu Fukushima, qui a couvert des tas de trucs. Je me dis, à un moment donné, c'est quand même un métier très, très anxiogène. Il y a la solitude, il y a aussi la solitude du mec qui est devant l'Élysée toute la journée pour une déclaration qui ne viendra pas, qui meuble, ce qui nous laisse parfois des moments sur BFM où la fille... Moi, je me souviens de la fille qui dit à la manif contre l'islamophobie, elle ne sait pas qu'elle est à l'antenne et on l'entend dire « mais j'ai déjà répété qu'il ne se passait rien ». Et c'est juste... C'est juste la solitude de la meuf qu'on a marre, tu vois, elle est là depuis toute la journée, elle a interviewé 2 meufs, elle en peut plus, quoi. Donc, est-ce que finalement, c'est pas aussi un fantasme de faire du journalisme, mais où on rigole, quoi, où on se marre? Mais évidemment. Et tu as raison. Et en plus, il ne faut pas se prendre au sérieux. Et je trouve que c'était un peu un sujet qui m'a le plus... Enfin, c'est quelque chose qui m'a le plus marqué, c'est qu'est-ce qu'ils se prennent au sérieux, les journalistes? Qu'est-ce qu'ils se prennent au sérieux? Et toi, comme moi, je sais qu'on avait toujours ce pas de côté. Est-ce que ça, je sais on avait ce recul d'abord parce qu'on était chez Pernod, quoi. Enfin, c'était sympa, mais enfin, je veux dire, voilà. On t'es quand même agressé par Georges Tron, je te rappelle, parce que voilà. J'ai quand même fait parce qu'on faisait quand même des sujets. Tu t'exagères de nous dénigrer comme ça. Parce pardon. Moi, je ne faisais pas de sujet, donc tu as raison. Redonne la vérité. Rétablis les faits. L'état immobilier Germal, c'est bien. Donc, j'avais interviewé à la fois Copé et Georges Tron. Et quand même, j'étais arrivée à l'Assemblée et Georges Tron m'avait enlevé mes chaussures en voulant me faire un massage des pieds. Mais mon Dieu, le scoop! Bah oui, quand même. Bien avant cette histoire. On rappelle que Georges Tron dort en prison. Voilà. Quelle horreur. Si tu veux, non, oui, bien sûr que... Donc, c'était un sujet important, tu vois, puisqu'en plus, j'avais besoin de son interview, puisque c'est lui qui avait fait ce rapport qui disait que voilà, l'État gérait mal ses biens immobiliers. Non, oui, bien sûr. Donc, il y a une envie quand même de raconter des choses qui vont bien aujourd'hui. Oui, mais tu sais, moi, j'ai toujours rêvé de faire une émission sur ces anonymes formidables qui font des choses géniales. Il y a eu François Pécheux le samedi midi, bien sûr. Mais tu as raison. Mais ça marche jamais, Julie, ça marche pas. Ça marche pas. Je sais.
Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression, il y a des choses qui changent. Et tu vois, pour revenir à ce que tu demandais, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui changent et pour le meilleur. Voilà, c'est ce que je me dis. Tu vois qu'il y a quand même, justement, il y a quand même des choses assez chouettes sur l'idée qu'on puisse avoir des corps différents, tu vois, qu'on puisse avoir des avis différents, qu'on puisse… Donc, c'est en ça que je suis optimiste. Je pense que, tu vois, les podcasts, les gens écoutent beaucoup parce qu'ils veulent aussi de l'info de façon, enfin, raconter de façon différente. Donc, je me dis que oui, il faut les pauvres journalistes, tu sais, qui paraît que j'ai lu une étude très sérieuse qui disait qu'ils étaient beaucoup plus déprimés et qu'ils voyaient l'info beaucoup plus grave que les autres, tu vois. Donc, oui, c'est ça. Non, peut-être c'est ça m'a sauvé l'humour, t'as raison. Nous a sauvé, toi et moi. Est-ce que dans ta carrière, parce que c'est vrai qu'on vivait, enfin, on a quand même évolué dans des milieux plutôt CSP+, plutôt bien instruits, plutôt parisiens, donc plutôt très ouverts. Est-ce que tu as déjà fait l'objet de remarques sur la communauté, Moi, je me souviens, par exemple, m'être engueulée avec des potes, enfin des potes, des gens avec qui je travaillais à l'époque qui n'étaient pas juifs et qui me disaient, à l'époque de Toulouse, avant qu'on sache que c'était Mohamed Merah, que c'était… que c'était… qu'il n'y avait rien de hors norme dans le fait que c'était genre un fait divers, qu'il y en avait plein, etc. Alors que moi, ce jour-là, c'est la fin d'une partie de ma vie. Enfin, je veux dire, on tue des enfants dans une école juive. Pour moi, c'était… Est-ce que tu as vécu cette espèce de gap énorme avec des gens que tu pensais venir du même milieu que toi, avec le même esprit que toi, où tu t'es dit, ils comprennent pas ce que je vis. Tu parlais tout à l'heure de ce rédacteur en chef qui n'est pas rentré pour l'attentat hyper cachère juste après Charlie Hebdo. Il n'y a même pas changé de sujet. Enfin, bon. Oui, alors bien sûr, moi aussi, Mera, et oui, bien sûr que, mais tu sais, c'est vachement compliqué parce que tu veux toujours, moi j'oscille toujours, je ne sais pas du tout comment toi tu le vis et tous les gens qui nous regardent parce que c'est un vrai sujet pour nous, les juifs, je dirais. Est-ce que tu en parles ou est-ce que tu n'en parles pas? Parce que de toute façon, si tu en parles, on va te montrer du doigt, c'est parce que c'est des juifs. Tu sais, je suis hyper partagée, je suis toujours partagée par ce sujet-là. Et c'est un vrai dilemme pour moi. Donc j'essaye toujours… Tu vois, j'essaie d'être le plus… J'essaie de raconter l'info, mais le plus discrètement possible. Après, oui, les journalistes, parfois, je suis tombée sur un jour, je vais te raconter ça parce que je suis tombée vraiment sur le cul. Donc, j'ai eu 8 CDD chez M6, puisque tu parlais de précarité. C'est un vrai sujet pour nous. Donc, 8 ans, 8 CDD. Hein. Et puis au 8e, ils ne voulaient pas me transformer en CDI, donc je suis dégagée gentiment de la rédaction de M6. Et ma voisine de table, une journaliste, très bonne journaliste, hein, qui travaille toujours, me dit « Ah bah, c'est pas grave pour toi, t'es juive ?» Alors, je lui dis quoi? Ça veut dire quoi ça? Tu crois que je suis née, qu'on m'a donné une carte avec un numéro où je vais pouvoir appeler et que je vais pouvoir avoir un métier? Et heureusement, j'étais très cool, parce que je pense qu'il faut être très cool. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Et je lui ai répondu aussi cool que ça. Et là, elle m'a regardée en me disant « Oh là là, j'ai fait une gaffe. » Je dis « Bah, un peu. Enfin, en tout cas, sache que non, on n'a pas de passe-droit. » Non, mais c'est important que les gens le sachent parce que les gens ont toujours l'impression que dans nos milieux très privilégiés, avec des gens qui sont très hype, on peut bouffer dans le 17e pendant des heures au même endroit et partager le même bureau. Non, moi, je sais qu'à l'époque, chez De Chavannes, il y a un mec qui m'a dit « On a mangé juif aujourd'hui. » Et je lui ai dit « Non, cachère. » Parce que dans le 17e, il y avait des restos cachères. Un dernier mot, Julie, avant qu'on passe la parole au public sur Israël. Quelle place a ce pays dans ta vie? J'imagine que tu regardes évidemment beaucoup ce qui se passe. Et en tant que journaliste, comment tu vis aujourd'hui le fait qu'on parle d'Israël très positivement avec cette campagne vaccinale à marche forcée? J'en reviens pas, je suis tellement contente. Parfois, tu sais, je me dis, mais je rêve, pensez-moi. C'est assez génial de le voir tout le temps. En effet, en exemple, ça, c'est quand même une première. Tu as tout à fait raison de le dire. Écoute, bien sûr qu'Israël a une place très importante pour moi. Écoute, ma grand-mère ne jurait que par Israël dans sa cuisine sarcelloise. Et donc, c'est marrant parce que mon père, je sais que lui… Bon, bien sûr qu'il est sioniste, bon, bien sûr, c'est même pas un sujet, mais il s'en fiche un peu, quoi, tu vois, alors que moi, quand je suis allée plusieurs fois avec Bernard Lavillardière, et tu sais, qu'est-ce que je fais? En tant que journaliste, tu vois, je raconte toujours, je suis assez bonne, comme j'ai fait l'histoire aussi, tu vois, donc je suis assez bonne en Israël. Donc, en tout cas, là, je donne toujours des infos pour que les gens aient le meilleur regard, évidemment, sur Israël. Merci beaucoup, Julie. Merci infiniment. J'ai passé une heure. C'est toujours un plaisir de te parler. Je vais repasser la parole à Jean-François pour les questions du public, s'il y en a. Ouais, hein, on n'a pas fini quand même. Hein. Non, on n'a pas fini. Merci beaucoup, Julie. Et alors, on a un humoriste qui s'ignore ou même qui se vit comme tel, Boris, qui nous dit « Pas vrai que le public ne s'intéresse pas au train
qui arrive à l'heure. Quand il était encore sur papier, l'horaire officiel des trains était le plus fort tirage des médias depuis la Genèse. Oui, c'est vrai, il a raison. Si on veut être, mais vraiment, je vous jure que c'est ce qu'on nous dit à l'école de journalisme. Oui, chercher, oui, je sais, entre guillemets, chercher ce qui ne va pas. Parce que ce qui va, ça n'intéresse pas les gens. Les gens ont besoin de savoir ce qui ne va pas. C'est fou, alors, quand même. Alors, on a parlé beaucoup de ta judaïté, Julie. On n'a pas parlé de ta bretanitude. C'est quand même quelque chose qui compte énormément parce que juif et breton, ça va bien ensemble, moi, je trouve. Moi qui passe toutes mes vacances en Bretagne, je sais de quoi je parle quand même. Hein. Alors, je vais vous dire un scoop. Kenavo Ember. Ouais. Alors, je vais vous dire un scoop. Pour le t-shirt pour Marianne, j'ai hésité entre ça m'amuse beaucoup ou galette, boulette et paillettes. Mais c'est génial, ça. C'est génial, c'est génial. Galette, boulette et paillettes. Mais c'est ça, en fait. C'est plus liberté, égalité, fraternité, c'est galette, boulette et paillettes. Moi, c'est bon. C'est bon, je pense qu'il faut que la France change de devise. Donc, alors, oui, bien sûr, la Bretagne, évidemment, et mes grands-parents qui étaient formidables. Et surtout, j'aimerais tellement vous raconter ces Shabbats où j'avais mon grand-père juif qui faisait le kiddush et mon grand-père catholique qui faisait la bénédicité avec une kippa. Et moi, j'ai été élevée comme ça et mon père a fait le kaddish à l'église, à Saint-François-de-Sales, pour mon grand-père catholique qui disait « Mais vous êtes évidemment nos grands frères puisque Jésus était juif. » Voilà, moi, j'ai cette chance folle aussi, il faut le dire, que j'ai eu un énorme respect de mes deux familles pour voilà, le mariage et les enfants de ce mariage. Donc, c'est ça qui était très beau. Voilà. C'est super, moi. Alors, Mac Jacob n'était... Ah, Boris revient et dit Mac Jacob, n'était-il pas un juif breton ou un breton juif? C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Et mon fils s'appelle Max, pour Max Jacob. Voilà, exact. Bah oui, bien sûr. Mon père s'appelait Max. Regarde. Alors, autre question. Moi, j'aurais quand même voulu que tu nous dises, mais tranquille, quelle est, pendant toute cette période de Covid, la blague absolue qui t'a fait le plus rire, que tu la racontes? Ça, c'est les questions vaches. Évidemment, j'ai adoré, mais qui n'est même pas une blague, mais François Hollande souhaite appeler le PS les socialistes. C'est tellement bête parce que enfin bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, mais plus c'est bête, plus ça me fait rire. Il y en a 1000, il y en a évidemment 1000, mais voilà, ce genre d'absurdité me plaît beaucoup. Bon, juste une question, Julie. À quel moment tu te dis que tu vas arrêter? Par exemple, on parlait de Meghan et Harry qui ont donné cette interview. Donc, tu te dis pendant 2-3 jours, à quel moment tu dis allez, stop, là, il faut. C'est quoi? C'est qu'il y a un nouveau sujet qui arrive, en fait? C'est un sujet chasse l'autre? Tu cherches, Madame la Safe Woman, les séfarades, on est lourd. Oui, je sais qu'on est lourd. Donc, évidemment. Non, mais je me demande, parce qu'on peut Meghan et Harry, des mèmes, il y en a des millions, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu te dis allez, next, là, c'est bon. J'essaye de ne pas être lourde, en fait. C'est pour ça que je te parle de SF, parce que je sais qu'au bout d'un moment, c'est lourd. Et oui, on m'a dit, mais tu n'as pas tout mis. Bah oui, non, je n'ai pas tout mis. Bah ouais, parce que justement, j'essaye d'être légère. j'essaye d'être légère pour pas gréver les... Tu vois, j'ai envie qu'on reste là, mais en plus, tout ça n'est même pas calculé. C'est marrant parce que tout ça est instinctif. Voilà, tout mon mammouth est instinctif. Alors, c'est pour ça que ça en lecture hebdomadaire, t'es plutôt Canard enchaîné ou Charlie Hebdo? J'adore les deux, mais j'adore Charlie Hebdo. Et pour moi, c'est la France. C'est marrant parce que c'est autant, justement, c'est mes deux côtés pour moi. C'est très français, c'est très franchouillard. Et j'aime cet esprit anticlérical. Et en effet, c'est très juif parce que cet humour, pour moi, est Riss. Franchement, c'est mon idole. Voilà. Et Coco Bauer. Enfin, je les adore, Coco. Je me sens très Charlie Hebdo, même si j'adore le Canard, hein, évidemment. D'accord. Et peut-être encore une ou deux questions, si tu acceptes. Est-ce que cet exercice d'aller chercher partout de l'humour, est-ce que ça ne devient pas une seconde nature? C'est-à-dire que tu es dans une réunion hyper sérieuse et puis finalement, comme tu regardes tout au second degré, ça a l'air sérieux, mais tu as quand même vachement envie de te marrer.
Oui, bah, tout le temps, bah, c'est ma vie. Mais c'est pour ça que j'ai Julie Chippy aussi, on peut dire. Ma mère te le dira, vous le direz. Oui, bah, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours l'œil qui se frise. Je ne peux pas avoir une situation sans me marrer. Mais Julie, quand elle rit, elle ferme complètement les yeux. Je me suis regardée, elle a complètement les yeux qui se ferment. Et elle est tout le temps en train de rigoler, Julie. Julie, elle rigole tout le temps. Moi, c'est le souvenir que j'ai. La meuf rigole tout le temps. Nous, on est en laratz, on n'en peut plus, on a un tournage, machin. La meuf rigole tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas fin, c'est vraiment, c'est pas fin du verbe fin. Ça veut dire vraiment, elle est tout. Je l'ai jamais vu Julie faire la tête, vraiment, jamais, jamais, jamais. Voilà. Alors, on va créer un club comme ça, alors. Oui, vous allez la regarder, François. Il faut qu'on se rencontre parce que vous avez l'air drôle aussi. Ouais. Non, l'idée, c'est quand même, c'est vrai que déjà, la première règle du jeu, ce que vous montrez tous les jours, toutes les deux, et je dis bien toutes les deux, c'est que faut jamais se prendre au sérieux. C'est-à-dire que même quand on a, comme Julie, des dizaines de milliers de followers, ou quand on est tellement suivi comme Virginie, vous avez cette capacité à ne pas laisser avoir le melon ou prendre la grosse tête. Alors, c'est quoi votre recette? Vas-y, Virginie, commence. Non, moi je repense à une phrase de mon ex-mari qui disait un truc très juste. Il disait dans la vie, il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je ne comprenais pas en fait, parce que quand on n'est pas. Moi j'ai eu très longtemps un manque d'assurance et je me prenais au sérieux. Parce que je me disais, si je ne me prends pas au sérieux, les gens ne vont pas me prendre au sérieux. Et en fait, c'est une connerie. Ce qu'il faut, c'est juste faire les choses sérieusement. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'anonymat de Safe Woman. C'est que moi, j'ai décidé dès le début de ne pas dire qui j'étais. Donc, j'ai quand même assisté à un dîner où une fille disait, oui, c'est moi, mais on ne va pas en parler. Moi, j'étais là, avec mes petits couverts, en train de me dire, mais la meuf est complètement dedans, en fait. C'est moi. Mais je fermais ma bouche. Et le nombre de gens qui, quand je l'ai dit, m'ont dit ah, mais moi, je pensais que c'était Valérie Abécassis de I24. Ah, mais moi, je pensais que c'était Julie Mamoumani. Il y a plein de gens qui me disaient ça. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a sauvée, parce que quand vous... Enfin, qui m'a sauvée, qui m'a permis de me concentrer sur le fond, en fait. Ça vous permet juste de vous concentrer sur le fond. Julie, j'imagine qu'elle ne se lève pas tous les matins en disant j'ai 70 000 followers, je suis la reine du monde. Parce qu'elle sait très bien, parce qu'elle remet les choses à sa place et elle sait très bien qu'un bug électronique ou technique peut faire en sorte que demain, il y a 56 personnes. Donc, on est très peu de choses, en fait. Mais ça, je pense aussi que c'est le journalisme. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais Julie, avec Bernard de la Villardière, elle a quand même traversé tous les pays du monde. Quand vous touchez de près, quand vous allez à Karachi, quand vous touchez de près de la misère, vous rentrez chez vous. Voilà, nous, on a travaillé en télé, il y avait des paillettes, il y avait des restos, il y avait moi, je recevais des corbeilles de Sephora ou de je ne sais plus quoi. Vous rentrez chez vous, il y a quand même un mec qui fait la manche en bas de chez vous, donc vous vous calmez, vous vous dites que la vraie vie, c'est quand même pas ça. Donc ça, c'est important de le souligner, en tout cas. On est très proches avec Virginie, c'est exactement ce que je pense. On est pareil, on est des sœurs. Ouais. Demain, tout peut s'arrêter et de toute façon, voilà, c'est l'élégance. L'humour, c'est l'élégance, c'est l'arme des armées, comme dit Gary. Moi, mes grands-parents n'avaient pas du tout de sous à Sarcelles, hein, et ce qui était le plus sympa, c'était qu'on était ensemble et qu'on faisait des blagues. Et voilà, et la vie, si on peut toujours, et moi, c'est vraiment l'unique conseil que j'ai et que je déploie dans mon livre, c'est que l'humour, ça permet de rendre chaque instant le plus chouette, et même d'avoir ce regard, comme vous disiez, qui frise et qui fait qu'une situation, qu'elle soit atroce, drôle, sympa, enfin, au moins, et ben, ça permet d'avoir une sorte de soupape qui fait que la vie est plus jolie. Et je sais qu'il y a Marie Joury qui nous regarde, et on passe notre vie à dire des blagues, même dans les pires moments. J'ai eu des moments très dramatiques dans ma vie, comme tout le monde. Et voilà, et ça nous permet juste de relativiser. Et voilà, pour moi, mais c'est marrant parce que pour moi, ça c'est assez juif. Voilà, je dirais aussi. Ouais. Et alors, je vais me permettre une toute dernière question. Est-ce que l'humour est universel pour toi, ou bien est-ce qu'il y a des catégories d'humour qui ne t'atteignent pas? Par exemple, j'ai posé une question de deux sociétés, de deux cultures diamétralement opposées. Est-ce que l'humour ashkénaze te fait aussi autant rire que l'humour séfarade? Ou est-ce que si je fais une blague qui viendrait, je sais pas, d'origine indienne au fin fond de Bombay, est-ce que ça te ferait tout à fait aussi rire?
Et moi, si je peux rajouter un truc, Julie, c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure avant que ça commence, c'est est-ce que la cérémonie des Césars t'a pas donné des envies de faire Shabbat et d'éteindre la télé? Alors, Shabbat laïque et œcuménique, mais oui, je faisais non, mais moi j'ai eu envie d'éteindre la télé et de faire des chalotes. Je me suis dit, il faut arrêter de regarder la télé vendredi soir, c'est une drôle parce que tu dis. Enfin, moi, en fait, j'avais tellement d'espoir sur cette soirée parce que Marina Foïs, Laurent Lafitte et Blanche Gardin, vraiment, je les trouve très drôles. Ils ont foiré, quoi, malheureusement. C'est assez triste parce que c'était pas du tout drôle. Si, les Splendides, parce que je les adore et qu'eux, ils ont été très drôles et eux, ils sont restés à leur niveau. Mais en fait, voilà, il valait mieux que Blanche Gardin garde ses blagues pour elle parce qu'elle est absolument géniale. Mais la donner à Nathalie Baye, ça marche très mal. À De Dienne, bon, ben, voilà. C'est très maladroit et on était presque très mal à l'aise. Voilà, on voit ça. Donc non, pour eux, moi, je trouve que l'humour est super universaliste, même quand je comprenais personne en Inde ou au Pakistan. L'humour, c'est aussi de la bienveillance, c'est aussi envelopper, c'est grandir, mais rigoler en fait. Voilà, rigoler, c'est universaliste. Et bien sûr que j'adore les blagues pénales, c'est ce qui me fait. Vous n'avez pas commencé à faire la guerre entre les deux, hein? Non, je te promets que non. Non, j'adore. Non, on va pas faire la guerre parce qu'on l'a gagné de toute façon. Donc on va pas faire la guerre avec les Ashkénazes. Alors, écoutez, on arrive au terme de cette très belle soirée. Merci beaucoup à Julie. Merci aussi à Virginie, à qui je laisserai évidemment le soin de te remercier directement. Et Virginie, tu nous promets quoi pour la semaine prochaine? Alors, dimanche prochain, on fait une cascade. J'avais un rêve avec Gat, c'était de faire juif et sportif parce qu'il n'y en a pas des masses. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de juifs qui ont eu des carrières sportives importantes. Et donc, on reçoit Michael Madar, le joueur de foot. Wow. Voilà. Donc, j'ai une semaine pour savoir la différence entre la Ligue 1 et la D2, pour savoir pourquoi le PSG n'arrive jamais au-delà des demi-finales ou quarts de finale de la Ligue des Champions et de faire la différence entre le Real et la Roche-sur-Yon. Donc, ça va être une semaine très chargée. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Donc, vous connaissez le rendez-vous de la semaine prochaine. Encore mes remerciements de la part de l'Écuche, de la part de Gat, qui est malgré tout de tout cœur avec nous, à Julie, à Virginie. Et donc, une très belle soirée. Une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.